Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté pour cet autre épisode de Dans la cage. Pat et moi, on est en train de parler de notre dimanche soir Super Bowl. J'espère que vous n'avez pas fait comme lui, que vous n'avez pas gagé votre maison sur les Chiefs contre Tom Brady. Ah, fait des farces. Pat moi, j'ai pas gagé. Pat a gagé quand même contre Brady, mais faites-vous-en pas, il n'est pas sans abri. En tout cas, je pense pas, Pat. Hein? Non, ça va bien. J'ai été raisonnable, mais encore une fois, on ne croit jamais personne de tout le temps dire bête pas comme Brady, bête pas comme Brady. Là, tu disais, non, arrête, il est fini. Hey, tu l'aimes ou tu l'aimes pas. Moi, il me reste indifférent. Là. Je ne l'aime pas, je ne l'aime pas, là, mais il reste que, en tant qu'athlète, tu regardes ça, puis c'était pas le choix. C'est greatest of all time, c'est incroyable. Ah, c'est fascinant. 7e bague pour Tom Brady. Puis en tout cas, si vous êtes des gamblers, si vous jouez, si vous pariez, on espère aussi que vous n'avez pas mis trop d'argent sur Alistair Overeem cette fin de semaine. Parce que pour lui aussi, ça a été un petit peu plus difficile. On va revenir, bien sûr, comme d'habitude, sur le gala de la semaine passée, qui mettait en vedette Alexander Volkov contre Alistair Overeem. Le KO potentiel de l'année aussi en demi-finale avec Corey Sanhagen. Spectaculaire à souhait. Gala à la télé à la carte cette fin de semaine, UFC 258, on met la table pour ça, également lors du podcast. Bon, Pat, Alistair Overeem, on se posait un petit peu la question la semaine passée, combien lui en reste dans son réservoir à essence? Est-ce qu'il faut pour faire une dernière poussée ultime pour le titre de l'UFC? C'est une des seules ceintures qu'il n'a jamais remportée au cours de sa carrière. Je ne sais pas si c'est la retraite pour lui, mais tu portes à croire que ça n'arrivera jamais, la ceinture dorée autour de sa taille. Hein? Bon, c'est terminé. Puis pour plusieurs raisons. Là. De un, parce qu'il a perdu, évidemment. Il est rendu quand même assez âgé pour continuer. De deux, il n'a jamais été là. Il n'a jamais été dans le coup dans ce combat-là. Il y a eu un coup de pied en début de combat au premier round. Là, un coup de pied à l'intérieur de la cuisse de Volkov. On dirait que ça l'a gelé sur place. Et c'est drôle là, parce que il a fait un reportage, vraiment un beau reportage sur Overeem. Là, il parlait de sa carrière. On l'a présenté avant le combat. Puis, on voyait quand il combattait en K1 comment il était agile, comment ça sortait en combinaison. Puis c'était dans le temps qu'il était un gros bonhomme là, sur Juice, pas à peu près. Là. Puis tu vois qu'il était, ça allait bien, puis ça sortait. Là, on dirait qu'il ne s'est jamais battu de sa vie. Il est sur le pied arrière, il est penché. Je ne sais pas c'était quoi sa stratégie. C'était vraiment bizarre. Mais puis en plus, depuis 2-3 combats, il y a une stratégie de. Il va se cacher dans les cadres, mais dans la clôture. Il se met les mains et il attend que la tempête passe. Tu ne peux pas faire ça chez poids lourd, là, c'est bien trop dangereux. Donc, je ne sais pas si mentalement, je ne sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais il reste que dans ce combat-là, il n'a jamais été dans le coup. Ça a été vraiment une mauvaise performance de Overeem. Puis Volkov a démontré beaucoup plus de maturité que dans ses derniers combats. Il aurait pu essayer de le finir au premier round. Il circulait, il s'est calmé. On a vu qu'il a pris beaucoup de maturité dans les derniers combats où il a pris à quelques reprises de mauvaises décisions. Oui, notamment celle contre Derek Lewis. Là, on s'en rappellera à l'UFC 229 où il gagnait ce combat-là. Puis il a décidé d'entrer dans une guerre avec Derek Lewis. Puis ça a pris un coup de poing et un giga KO. Là, cette fois-là aussi, ça a été spectaculaire pour Lewis. Mais Volkov, ça lui a coûté cher dans sa carrière, cette grosse défaite-là. Puis c'est beau de voir qu'il a appris également. Vous en parliez là, justement dans le combat. Jean-Paul se demandait let's go, avance, parce que tu disais au premier round, Volkov avait vraiment ébranlé Overeem. Puis on se demandait pratiquement qu'il avait le goût d'être là. Ça sortait pas du tout. Puis tu l'as dit, il faisait juste se protéger. Puis là, on se demandait let's go, Volkov. Là, c'est ton opportunité est là parce que chez les lourds, si tu laisses l'autre revenir, ça peut te faire mal. On sait qu'Overeem est quand même puissant. Et finalement, avec le recul, on se rendait compte que oui, il a peut-être bien fait finalement de ne pas s'énerver trop au premier round. Puis les jeux étaient faits là, au deuxième round. Ça n'a pas été trop compliqué pour Volkov. Puis je veux revenir sur Overeem parce que c'est ça, il a tellement été un grand champion, il était tellement bon en kickboxing, il était tellement fluide, il attaquait en combinaison et tout ça. Puis là,
c'est comme s'il y avait. De un, il n'y a plus le jeu de pied pour rivaliser. Avec le jeu de pied chez les lourds, ça n'a jamais été important, mais je l'imagine dans le ring dans l'octogone avec un Cyril Gane qui a un jeu de pied incroyable. Je l'imagine essayer de rivaliser avec un boxeur comme Stipe Miocic. Il était vraiment pas de calibre avec Volkov, qui est plus rapide que lui, qui est plus vif que lui, mais Volkov est encore une coche au-dessus de Stipe Miocic, le champion au niveau de sa boxe, son jeu de pied et tout ça. Overeem, on se rend compte qu'à 40 ans, il a vraiment plus ce qu'il faut pour être champion. Là. C'est le poids des années, le poids des combats. Tu sais, si tu prends ces combats en kickboxing, là, il y a plus de 90 combats en carrière. Hey, c'est du combat, ça, là. C'est des guerres, puis ils se battaient dans le temps du Pride. On sait au Pride, c'était violent, là. C'était quelque chose, battre au Pride, là. Puis c'est ça. Tu sais, Mané, je pense que là, que c'est le temps peut-être pour lui de penser à d'autres choses avant de se faire mal. Tu sais, il se bat chez Polo, hein. Tu sais, je veux dire, ça cogne solide. Quand tu te fais passer le KO, puis lui, là, Overeem, c'est tout ou pas tout. Hein, c'est soit il passe le KO, soit il se fait passer le KO. Je pense que la dernière décision, là, ça remonte à des années. Là. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, il va regarder ce combat-là, puis j'espère qu'il va regarder ça, puis il va dire j'ai plus d'affaires, là. Pour vrai, là, c'est pas parce que il est pas bon, parce que c'est rendu trop dangereux pour lui. Parce qu'il fait rien. Il avait l'air d'un punching bag dans ce combat-là. Là. C'est ça, entièrement d'accord. Puis son entourage va peut-être lui faire réaliser aussi qu'il n'a plus sa place nécessairement. Tu sais, il a eu une belle carrière. Puis je pense que c'est son 19e KO qu'il subissait. Là. Il en a subi des violents. Là. À un moment donné, il faut qu'il pense aussi à lui, qu'il pense à sa santé et tout ça. Donc, peut-être la fin d'une légende, une autre. Là, on en parle beaucoup. Ça revient presque à chaque émission là, parce que il y a beaucoup d'anciens combattants d'anciennes générations qui leur carrière tire à leur fin. Là, ça, c'en est un autre. Là, on est rendu là. La roue tourne, puis on va parler de Sanagan aussi. La roue tourne, puis les légendes qui sont là depuis des années, qu'on a grandi avec eux autres, ben là, c'est ça qui va arriver. Hein. Maintenant, ils vont partir. Petit à petit, ça commence déjà. C'est juste dommage qu'ils partent sur des performances comme ça pour Overeem. Je pense pas qu'on va se rappeler d'Overeem avec ce dernier combat-là. Sa carrière parle d'elle-même. Il a été champion au K1, champion à Strikeforce, champion à Dream, à un moment donné. Il faut en prendre et en laisser. Il s'est blessé. Il s'est blessé. Il s'est battu contre les meilleurs au monde. Quand tu regardes au Pride contre des Arona, Quinton Jackson, des Chuck Liddell, écoute, là, ils ont tout passé. Là. Fait que, on va se rappeler d'Overeem. Moi, j'espère que c'était son dernier combat. Justement, parce que je pense que c'était pas le combat de trop. Il revenait, il était deux victoires de suite. Là, il voulait y aller pour une troisième pour avoir un combat de championnat du monde. Là, avec cette défaite-là, il est out. Là. Surtout, là, il y a Ngannou, il y a Cyril Gane qui s'en vient, tu as John Jones qui est là aussi. Là, il est rendu très, très loin dans la priorité d'avoir un combat de championnat du monde avec une défaite comme ça. Fait que je pense que ça serait temps pour lui de s'en aller pour sa sécurité. Puis, on ne va pas se rappeler de cette dernière défaite-là, on va se rappeler de sa carrière. S'il revient pour un autre combat, puis il perd comme ça, il fait une performance de même, ça va peut-être mettre de l'ombre un peu sur sa fin de carrière. Volkov, rien enlevé à Volkov. Par contre, là, une très belle performance de sa part. Ouais. Il a vraiment découpé Overeem. Là. Avant ce combat-là, Volkov était classé 6e, Overeem 5e. On a changé les positions. Donc, Volkov, le Russe qui fait son entrée dans le top 5 chez les lots. Puis, je veux parler de la division dans son ensemble parce que c'est un peu difficile de prédire qu'est-ce qui attend Volkov parce que les choses vont bouger au cours des prochaines semaines. Vous savez que l'UFC est dans une séquence pratiquement historique. Là. Il y a des combats pour les 10 prochains samedis, là, puis beaucoup de ces, ou à peu près, je n'ai pas le chiffre exact, mais il n'y a pas beaucoup de pauses là, dans les prochains mois pour l'UFC. Et beaucoup de combats très importants chez les lourds auront lieu. Le 27 mars, la ceinture est en jeu entre Stipe Miocic et Francis Ngannou, qui est l'aspirant numéro 1. Cette fin de semaine, je disais, c'est l'UFC 258. Après ça, le 20 février, donc la semaine suivante, Curtis Blades, qui est classé numéro 2, va affronter Derek Lewis, qui est classé numéro 4. Et la semaine suivante, le 27 février, Jairzinho Rozenstruik, classé 3e, va affronter Cyril Gane, le Français, qui est classé 7e. Donc ces deux gars-là vont mettre la table pour le championnat à la fin du mois de mars. Ça va bouger chez les lourds, Pat. Je ne sais pas comment tu vois ça. Qui peut être peut-être le grand gagnant à la fin de tout ça? Puis tu as nommé John Jones aussi. Là. C'est plate à dire parce que tous les noms que je viens de nommer qui sont l'élite vont passer complètement à l'arrière de John Jones qui va affronter probablement le champion d'Ngannou et Miocic. Absolument.
Absolument. Là, on va voir, c'est un combat revanche face à Ngannou. Ngannou s'est beaucoup amélioré depuis le dernier temps, mais il avait complètement out-wrestlé dans le premier combat à Miocic. Là, tout le monde, Miocic parle de plus en plus de retraite, il veut continuer de servir les gens avec, lui, il est pompier. Et là, il dit, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer après le combat face à Ngannou? S'il gagne, va-t-il s'en aller? Il s'en ira pas. Il va attendre le money fight contre John Jones. Je te le confirme qu'il va se battre contre John Jones. Mais ça, il faut qu'il gagne contre Ngannou. Déjà là, s'il perd contre Ngannou, est-ce qu'on va faire une trilogie? Je veux dire, il y a plein de possibilités là, maintenant. Là. C'est sûr que si Ngannou gagne, Ngannou contre John Jones, je pense que Dana White il est dans sa chambre et il fait des choses qu'on ne veut pas savoir là, juste pour se satisfaire en passant à ce combat-là. Écoute, c'est sûr et certain. Là, regarde. Fait que, oui, c'est vrai, pendant des années, je te dirais les dernières années, les poids lourds ont été un peu, pas oubliés, mais la faiblesse de l'UFC. Je parle au niveau de si tu compares aux autres divisions de poids. Là, maintenant, les poids lourds de l'UFC, ça commence à redevenir vraiment, vraiment solide. Il commence à avoir un peu plus de profondeur aussi, avec les avenues des nouveaux talents, de la nouvelle génération des poids lourds, comme des Cyril Gane. Il y en a d'autres qui sont arrivés aussi. Fait que je pense que là, les poids lourds recommencent à redevenir en santé. Et surtout avec l'avenue de John Jones, là, c'est sûr que ça donne un beau coup d'œil. J'ai eu des images que je ne pensais pas avoir en ce beau mardi. Merci, mon ami. Non, c'est parce que je ne voulais pas être seul avec ces images-là. Je voulais que tu partages. Écoute, je suis là pour toi. Hein? non, mais tu fais bien de le mentionner parce que c'est vrai que pour la compagnie, les opportunités que ces nouveaux venus-là offrent, et John Jones qui arrive dans une catégorie des poids lourds, c'est vrai que ça offre des possibilités qui sont ultra alléchantes là, pour Dana White, mais pour les partisans. Donc, tout ça pour dire que c'est un peu difficile pour Volkov, qui a eu une grosse victoire pour lui, mais son avenir ou son prochain combat dépend vraiment des résultats de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines avec tous ces gars-là qui vont se battre. Donc, plusieurs combats qui seront bien sûr à présenter à RDS. Donc, une division là, qui, dans les prochaines semaines, va vraiment être à suivre les poids lourds de l'UFC. Corey Sandhagen, Pat, en demi-finale du gala de samedi passé, qui a réussi, ce qui est sans équivoque, on est tout début de 2021, là, il y a un mois de fait, mais ce qui est sans équivoque le KO de l'année jusqu'à présent et qui a des bonnes chances de rester dans les finalistes. À toute fin, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça fait vraiment penser au KO de Jorge Masvidal contre Ben Askren il y a 2 ans. Il y a 2 ans, oui. Ça ne s'est pas juste fait en 5 secondes, ça s'est fait en 30 secondes, 28 secondes, mais un coup de genou parfait de Corey Sandhagen. Et Pat, je veux t'entendre peut-être sur l'aspect technique de ça parce que le synchronisme était tout simplement parfait. Oui, c'est juste plate que ça soit arrivé contre Frankie Edgar parce que personne ne voulait voir que ça arrive à Frankie Edgar. Frankie, c'est le combattant qui est le plus aimé, qui est le plus apprécié dans l'organisation. Même Sandhagen, après, il a dit il était content, mais il n'a pas festoyé tant que ça, parce qu'il a dit en entrevue, il dit je regarde ça et il dit ça me fait vraiment quelque chose que ça soit arrivé à Frankie Edgar, mais au bout de la ligne, c'est mieux à lui qu'à moi, c'est sûr et certain. Mais c'est vrai. Puis on a tous eu ce feeling-là. On a fait non, pas à Frankie, je peux pas croire. Mais ça n'enlève rien à ce coup de genou-là. Fabuleux, synchroniste parfait. On sait que Frankie, c'est un gars qui met beaucoup de pression. Donc, il avance toujours. Il a gagné beaucoup de combats comme ça parce que le monde n'était pas capable de suivre son rythme. La différence avec Sandhagen, c'est que c'est un grand combattant, il est long. Donc, pour rentrer à l'intérieur, Frankie Edgar, il faut qu'il parte de plus loin. Parce que sinon, s'il est trop proche, il va rentrer dans la distance de frappe de Sandhagen. Donc, c'est peut-être juste 6 pouces, là, c'est pas beaucoup, mais c'est juste assez pour avoir un meilleur synchronisme de la part de Sandhagen puis aller avec le coup de genou. Puis, je suis pas mal sûr que ça, là, c'est pas quelque chose qui est sorti sur l'instant. Là. On a pratiqué ça, on savait, on connaît le style à Frankie Edgar, puis on l'a sûrement pratiqué ça en entraînement, puis dire, OK, il va avancer, à mener, s'il avance, on va le pincer de même parce que à distance de grandeur, là, oui, il y a l'impulsion, mais pas tant que ça. Sandhagen, il n'y en a pas beaucoup des combattants qui ont gabarit comme ça, grand comme ça dans cette division-là. Il est arrivé, puis il a lâché le coup de genou.
C'était parfait. Il est parti, c'était un walk-off knockout. C'était de toute beauté. Ça aurait été parfait, ça arrive à quelqu'un d'autre. Mais écoute, c'était parfait. Puis c'est vrai, là, on est en début de l'année, là, mais bonne chance à ceux-là qui vont être capables de battre ce Cole-là. Oui, tout à fait. Puis c'est tellement sorti de nulle part. On dirait, je veux dire, c'était pas télégraphié. Là. Il l'avait pas essayé avant, il a choisi son moment. Comme tu dis, on étudie les bandes vidéo, on sait un peu à quoi s'attendre. Donc, le travail en amont a été probablement incroyable aussi. Le réaliser dans l'octogone, sous la pression, sous les projecteurs, c'est une autre chose. Le faire de cette façon-là, aussi parfaite, je veux dire, le genou directement sur le menton, pas un peu à côté, pas un peu dans le cou, pas un peu sur l'oreille, pas un peu sur le nez. C'était vraiment genre flush, parfait. Non, c'était... Puis là, il n'y a plus de doute que Sandhagen va avoir sa chance au titre. Là. Ce titre-là qui est mis en jeu aussi à fin mars. Aljamain Sterling contre Petorian, c'est le titre chez les poids coqs, 135 livres. Donc, il n'y a plus de questions à se poser. Sandhagen veut que ça se fasse au mois de juillet. Donc, si vous ne le connaissez pas, Corey Sandhagen, vous allez voir et revoir ce KO-là pendant longtemps, je vous le confirme. Oui, c'est ça. Si vous ne le connaissiez pas, vous le connaissez. Ouais. Mais il a toujours été un combattant assez spectaculaire. Il manquait peut-être un peu de technique, un peu de finition, un peu d'expérience aussi. Il manquait de gros noms. Il manquait de gros noms. On a senti quand il a perdu contre Sterling, il s'est fait un peu techniquement, il s'est fait dominer techniquement. Là, on sentait qu'il manquait peut-être un peu de bagage. Puis, il n'était peut-être pas dans son élément non plus là, au niveau du jeu au sol. J'ai pas l'impression que s'il y a une revanche, Sandhagen, depuis ce temps-là, c'est 3 victoires convaincantes. Puis je pense qu'il est rendu ailleurs aussi dans sa carrière. Donc, a fait ses devoirs, a bien appris de sa défaite contre Sterling. Puis, oui, là, ils viennent de battre Moraes, ils viennent de battre Edgard. C'est des gros noms. Là. Fait c'est ça qui manquait à Sandhagen pour avoir la vue, la vision du monde des partisans. Parce que c'est vrai que tu disais que Corey Sandhagen est classé 2e. C'est qui ça, Corey Sandhagen? Puis c'est dommage parce que c'est vrai, c'est un combattant qui est ultra spectaculaire. Puis là, il l'a dit en entrevue après, il dit là, j'ai appris beaucoup de choses dans ma défaite contre Sterling. Puis là, vous avez vu, là, Moraes, Frank Hager, et là, il est sur une mission vraiment. Là, on va voir ce qui va arriver avec c'est quoi le champion? Non, Peter Yang. Puis Aljamain Sterling. Écoute, Yann n'est pas battu, là. Et Sterling, il s'en va là. On parle peut-être d'un combat revanche contre Sterling, mais Peter Yan, il n'est pas battu. Là. Il est très, très solide. Là. Ça va être intéressant de voir ça aussi. Mais sans contredit, c'est sûr et certain là, que Sandhagen, c'est le prochain service. J'ai aimé ce que tu as dit aussi durant l'émission samedi. Ça fait écho aux propos qu'on vient d'avoir sur Overeem, le fameux combat de trop. Et donc, tu as un peu la même... Est-ce que tu as le même avis par rapport à cette situation-là avec Frankie Edgar, c'est-à-dire qu'il était sur... je pense qu'il avait gagné son combat précédent, je ne suis pas sûr à 100%, mais après un KO comme ça, il a 39 ans. Je pense qu'il a dit... En tout cas, la décision n'est pas arrêtée, là, mais il a dit vous allez me revoir, les choses peuvent changer. Mais est-ce que tu penses qu'il devrait lui aussi accrocher ses gants? Ou? Ben, tu sais, c'est 3 KO dans ses 6 derniers combats qu'il a subis. On le connaissait pour des guerres incroyables qu'il a faites. On le connaissait pour avoir un menton d'acier. C'est comme le Rocky Balboa de l'UFC. Là, fait que là, 3 KO en 6 dans ses 6 derniers combats. Il voulait partir sur une autre séquence pour aller avoir un combat de championnat du monde à 135 livres. Clairement, ça le fait reculer. Je pense que ça sort complètement du mix. Même si on aime beaucoup Frankie Edgar, on lui avait donné un combat de championnat du monde à 145 après une défaite là, face à Moraes, qui avait été controversé, mais on lui avait quand même donné. Là. Mais personne ne s'est chialé parce que c'est Frankie Edgar. Puis avec raison, c'est un des plus grands, une légende vivante. Ça va au temple de la renommée directement à sa retraite, là, ça c'est sûr et certain. Mais il reste que là, je pense que c'est terminé. Je ne sais pas ce qu'il pense lui dans sa tête. Il a 39 ans. Moi, c'est surtout les 3 KO dans ces 6 derniers combats qu'il a subis. À un moment donné, tu te rends compte que, OK, peut-être que là, j'ai le temps de passer à d'autres choses. Je suis moins rapide, je suis moins explosif. Le monde connaît plus mon style. La game a changé. C'est plus... Frankie, c'est
c'est un brawler, mais avec beaucoup plus de technique qu'un brawler. Là, mais c'est un gars qui va vers l'avant, qui n'a pas peur de manger un coup pour en redonner un autre. Mais les arts martiaux mixtes, c'est comme rendu c'est rendu ailleurs maintenant. Les combattants sont tellement rendus techniques et ils ont compris la game de ne pas se faire toucher puis toucher aussi. Fait que c'est plus des guerres comme avant. Fait que c'est pour ça, peut-être, je pense que Frankie, son temps est peut-être venu de passer à d'autres choses. Mais bon, tu sais, je veux dire, il avait gagné son dernier combat. Fait que, tu sais, c'était pas le combat trop, celui-là. Est-ce que le prochain, ça pourrait l'être? Peut-être. Ça dépend contre qui. Ça dépend comment ça se finit aussi. Mais tu le dis, mais tu le dis toujours aussi, parce que tu le dis toujours aussi, il y a des KO qui font plus mal que d'autres. Celui-là, celui-là, il a fait mal là, parce que pendant un certain temps, on se demandait s'il allait se relever. Là, il est tombé droit comme une barre. Puis c'est pour ça aussi que c'est inquiétant. Là, c'est qu'il était inconscient pendant un certain temps. Ouais. Il est tombé. Il a été endormi instantanément. Il est tombé droit comme une barre. Puis là, il ne faisait pas le bacon, mais tu sais, pas loin. Là. Tu as des beaux knockouts. Tu as des knockouts, tu te dis, ça va faire du dommage. C'est plate parce que ça ne met pas d'ombre sur le flying knee, là. Mais si ça avait été contre quelqu'un d'autre, à part Frankie Edgar, on en aurait parlé 10 fois plus. Il y avait beaucoup plus d'explosions autour de ce coup-là. C'est sûr et certain. Donc, c'est plate pour Sandhagen parce que je pense que c'était un peu diminué à cause que c'était arrivé à Frankie Edgar, à cause de la manière qu'il est tombé. Tu vois ça, tu dis, shit. Tu dis pas, oh, wow! Oui, mais à un moment donné, tu regardes Frankie Edgar, qui est une légende vivante qui ne se relève pas. Tu dis, il est-tu correct? Il est-tu correct? À un moment donné, là, fait que là, tu as raison. Tu as des KO qui peuvent te donner la raison d'arrêter. Je pense que là, ça n'est peut-être. Avant de passer à l'UFC 258 qui va avoir lieu samedi, je veux peut-être juste ton avis sur Beneil Dariush qui a battu Diego Ferreira. Ça a été une décision partagée. Les deux gars étaient sur des belles séquences. C'est la 6e victoire de suite pour Beneil Dariush qui maintenant fait son entrée dans le top 10 chez les légers. Est-ce qu'il t'en a montré assez, Dariush, pour perdre son titre de gatekeeper et devenir un prétendant à la ceinture? Je pense que quand tu es 5 victoires de suite, là, ou 6 victoires de suite. C'est la 6e, là. Ouais. 6e victoire de suite, puis là-dessus, il y a 4 combats qui ont fini avant la limite. Et puis un gatekeeper. Là. À un moment donné, là, je veux bien croire. Là, sa dernière défaite, c'est Alexander Hernandez. Il l'avait surpris. Alexander Hernandez, il avait accepté le combat à la dernière minute. Lui, ça a été son coup de grâce. Il est rentré à l'UFC, Nock Beneil Dariush qui était classé 10e, je pense, dans ce temps-là. Ça l'a mis vraiment, ça l'a retardé. Mais Beneil Dariush, moi, je ne l'ai jamais vu comme un gatekeeper. Là, non, OK. Je pense que là, tu ne peux pas le mettre gatekeeper. Là, fini 4 de ses 6 dernières victoires et ses 6 victoires de suite. Puis moi, j'ai bien aimé ce qu'il a dit, par exemple, au niveau du match-up. C'est un combat revanche, les deux, c'était déjà battu. Puis, sur des séquences de 5 victoires pour Ferreira, 6 victoires pour, ou whatever, 4-5, whatever, sur des séquences de victoires. Puis, on les fait s'affronter un contre l'autre encore. Puis, il disait que les deux méritaient d'avoir des combats avec des gars qui étaient en avant d'eux autres parce qu'ils se suivaient dans le classement. J'ai tendance à partager un peu cette mentalité-là. Les combats revanche, c'est le fun. C'est le classique. S'il y a de l'animosité entre les deux, s'il y a une histoire ou de quoi de même, là, il n'y avait rien. Je veux dire, je pense que quand j'ai dit que c'était un combat revanche, je l'ai appris à plusieurs personnes qui écoutaient le combat samedi. C'est un peu le classique aussi du combattant qui est pas super spectaculaire, qui est super talentueux, qui gagne, mais qui n'est pas spectaculaire puis qui n'est pas vendeur. Un Leon Edwards, par exemple, qui vient en tête. Fait que, genre de gars comme ça. Je le répète, là, il a fini 4 de ses 6 derniers combats. Puis, on va dire, c'est un combat-là contre Ferreira. Si vous n'avez pas aimé ça, vous ne connaissez rien. Là. C'était de toute beauté ce qui se passait au sol. Là, la défensive, les tentatives de submission de Ferreira, ça roulait, il y avait du scramble. Ça n'a pas arrêté. Là, c'était même debout. Là. Des fois, c'était pas chic, mais ça swingait. Là. C'est un combat écœurant, là, pour vrai. Là. Puis, c'est sûr, ça n'a pas fini avant. Mais il a fallu que tu regardes comme il faut ce qui se passait au sol, puis apprécier le jeu au sol des deux. Il était super offensif, Ferreira sur son dos, c'était de toute beauté à voir. Puis à toutes les fois, il était contré par Dariush. Il y a eu des belles techniques au niveau du jiu-jitsu brésilien dans ce combat-là. C'était un combat extrêmement technique. Puis sérieusement, c'est ça, c'est rendu là, les arts martiaux mixtes.
Ouais, effectivement. Donc, puis effectivement, 6 victoires de suite, on peut se demander si finalement son souhait va être exaucé, puis il va peut-être avoir un gars du top 5 là, à son prochain combat pour vraiment lui permettre de s'approcher du but ultime. OK, Pat, UFC 258 ce samedi, donc tu es là à la carte, les heures habituelles, 20h pour les préliminaires à RDS2 et puis 10h pay-per-view. Comme d'habitude, Georges Saint-Pierre sera là en studio avec toi et Jean-Paul pour cette. Vas-y, ouais. Oui, c'est ça qui est le fun parce que, ben là, parce que j'allais couper ta phrase, ben, parce qu'on va avoir le combat de championnat du monde des 170 livres. Fait que ça va être la fun. Je voulais dire la même chose, fais-toi-en pas. OK, tu vois, on va avoir le best of all time, pas juste combattant, mais surtout chez les mi-moyens à l'UFC. Fait que, c'est toujours le fun d'avoir un œil intérieur du champion. Comment il voit les combattants maintenant, comment il se situe maintenant. S'il retournait dans l'octogone aujourd'hui face à un de ces deux-là, comment il voit ça? Fait que, c'est sûr qu'on va être capable d'aller chercher quelques opinions personnelles à cause de ce combat-là qui était dans sa catégorie. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la ceinture des mi-moyens qui est en jeu. Kamaru Usman, le champion contre Gilbert Burns, qui est classé numéro 2 chez les 170 livres. Usman va en être à sa 3e défense de titre, mais il a quand même 12 victoires consécutives présentement. C'est une des plus longues séquences actives à l'UFC, derrière ça de John Jones, si je ne m'abuse. Ouais. Il y en a 13. Donc, et puis tu parlais de Georges, là, puis ça va être intéressant, c'est vrai, parce que Usman est, selon moi, qui se rapproche le plus de Georges au niveau, surtout, de la domination de ses adversaires et du fait qu'il les finit pas nécessairement, mais qu'il les étouffe dans l'octogone pendant souvent 25 minutes et qu'il ne semble pas être jamais en danger. Il semble toujours être en plein contrôle de la situation, semble toujours avoir la meilleure position. Un peu comme quand Georges était champion de cette catégorie-là, perdait pas un round, perdait pas une minute d'un round. Dans cette optique-là, Usman me fait penser, c'est vraiment un champion dominant. Oui, tu as absolument raison. Si on veut comparer les deux, à mon avis, Georges était plus technique que Usman au niveau de son combat debout, au niveau de sa lutte. Surtout, c'est complètement une lutte différente. Là. On a la lutte américaine du côté de Usman, c'est du power double, puis c'est moins technique un peu. Et oui, on va aller faire des transitions dans le dos, des choses comme ça, mais travailler single leg, beaucoup moins fréquent pour des gros lutteurs américains comme ça. Georges était beaucoup plus technique, travaillait avec une seule jambe, des détails qui faisaient la différence. Écoute, tu as fait raison. Usman, je trouve qu'il n'y a peut-être pas le crédit qui lui revient encore, même si il est sur 12 victoires de suite, 3e défense. Le problème c'est toujours le même problème. Quand tu as une grande gueule et que tu finis pas tes combats, on va toujours te critiquer. Puis Usman, lui, ça n'est une grande gueule. Il parle, puis il essaie de faire du trash talk. Des fois, c'est maladroit, des fois, c'est pas crédible, mais tu es capable de backer ce que tu dis tout le temps, t'sais. Fait que si tu vas chercher une décision puis tu gagnes, c'est correct, là. Mais tu joues avec le feu tout le temps quand tu vas dire des choses, puis tu vas faire du trash talk, puis tu vas être une grande gueule. Tu te mets de la pression sur les épaules. Fait que tu crées des attentes à ceux qui vont te regarder, ceux qui t'aiment, et surtout ceux qui t'aiment pas. Fait que, si tu n'es pas capable de livrer la marchandise de qu'est-ce que tu dis avec ton trash talk, même si tu gagnes, ceux qui t'aiment pas, ils vont te ramasser, puis pas à peu près, tu sais. Oui, tout à fait. Puis tu parlais de sa boxe, qui est peut-être un peu moins propre que celle de Georges. Mais contre Covington, je sais pas si c'était propre, là. Je sais pas si j'utiliserais ce qualificatif-là, mais il est capable quand même. Oui, Georges a plus d'outils. Debout, il y a les coups de pied, il y a les coups de genoux, il y a les meilleures transitions, il y a un meilleur timing. C'est juste ça. Mais oui, contre Covington, avant, il était plus unidimensionnel, Usman. On savait, ça allait lutter, ça allait être pas très spectaculaire, non, c'est ça. Ouais. Sauf que là, il nous a montré que c'était amélioré au niveau de sa boxe. Fait que là, il est le fun à regarder. Là, on a le goût de le voir. Là. Mais c'est comme au début de carrière, on dirait que le monde a resté stické avec ça, qu'il était juste un lutteur et que c'était un peu plate de le regarder, même s'il gagnait, gagnait ses combats. Mais c'est complètement un combattant différent aujourd'hui. Est-ce que Gilbert Burns peut l'inquiéter? Moi, je m'attends à
je m'attends à une domination complète de Kamaru Usman. Il ne m'a pas rien prouvé dans ses dernières sorties qui me ferait croire qu'il a ralenti ou qu'il n'est pas en confiance ou qu'il y a un aspect de son jeu qui est peut-être où Burns peut prendre l'avantage. Là, c'est sûr que Burns est excellent au niveau du jiu-jitsu, mais est-ce qu'il va vouloir aller au sol avec un lutteur comme Ousmane? Donc, tu sais, comment ça peut jouer? Là? J'ai de la difficulté à voir. Ça va être quoi la stratégie de Burns? Là, ouais? Il y a plusieurs choses là-dedans. De un, Burns, depuis qu'il est arrivé à 170, il est solide. Il fait du dommage, il est très bon, il est puissant, il garde sa puissance. Au niveau de son jiu-jitsu, oui, il a été 4 fois champion du monde de jiu-jitsu brésilien, mais c'est pas un gars de soumission. C'est un gars de position, ce qui est très différent. Et là, quand tu parles de position au sol, ça va à l'avantage du lutteur. Ça, c'est sûr et certain. Ça dépend. S'il est capable de mettre le lutteur sur son dos, là, c'est différent. Parce qu'on sait que les bons lutteurs sur leur dos, ça ressemble quasiment à des tortues. Là, ils ont de la misère à bouger. Et vas-tu être capable vraiment d'amener Ousmane à terre? Peut-être c'est ça sa stratégie, mais bonne chance. Puis, troisièmement, ces deux-là se connaissent tellement bien. Les dires de Burns, c'est des deux anciens partenaires d'entraînement. Ils ont fait plus de 200 rounds de sparring ensemble. Ils se connaissent. Et ça, c'est là l'autre aspect là-dedans. C'est que les deux, il faut qu'ils trouvent une façon d'arriver avec quelque chose qui va surprendre leur adversaire. Et ça, c'est la clé dans ce combat-là. La clé dans ce combat-là, c'est lui qui va arriver avec l'aspect, le détail pour surprendre son adversaire qui se connaissent tellement bien. Et là, ça reste à voir qui va être capable de le faire. Ouais, pour la petite histoire, les deux s'entraînent au même gym là, à Sanford MMA. C'est le même gym que Michael Chandler, entre autres. C'est en Floride. Là. Et là, je pense que c'est Burns qui est allé voir un autre entraîneur pour cette fois-ci. En fait, c'est Ousmane qui est allé voir un autre entraîneur. Burns est resté avec Henry Hooft à Sanford MMA. Et puis, Ousmane est allé voir Trevor Whitman. Trevor Whitman, qui est au Colorado, je pense, mais qui c'est celui que vous entendez parfois comme analyste si vous écoutez la télévision en anglais, les Américains. Là, il est souvent dans le coin, puis donne son avis et son analyse sur le travail des entraîneurs dans le coin entre les rounds. Un très, très bon entraîneur, entraîneur de Justin Gaethje, entre autres, là, Trevor Whitman. Donc, effectivement, c'est comme une sous-histoire, là, effectivement, dans ce combat-là. Puis c'est assez rare, Pat, qu'il y a deux je pense pas qu'ils sont amis. Là. S'ils étaient meilleurs amis, je pense pas qu'ils croiseraient le faire, mais deux coéquipiers, quand même, c'est assez rare. Là, donc, ça ajoute un petit peu de piquant aussi au combat. Oui, puis c'est dans ces grosses équipes-là, où il y a beaucoup de combattants professionnels, où il y a beaucoup de vedettes, ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils s'entraînent ensemble, même s'ils représentent la même équipe. Hein. Fait que, tu sais, il y a ça aussi. Donc, c'est pour ça qu'ils ont accepté le combat aussi, mais ils sont rendus là. À un moment donné, je veux dire, il est rendu aspirant obligatoire. Là, Burn, il ne va pas dire non au titre parce que son chum, à un moment donné, c'est de la business. Puis, s'il n'y a rien de personnel, tu vas faire ton travail. C'est sûr que c'est un peu plus rough que de rentrer à la shop, là, mais tu vas cogner dans la face soit ton partenaire d'entraînement ou même, ça peut être un ami aussi, mais il reste que c'est 15 minutes ou 25 minutes dans un combat de championnat du monde de business. Puis après ça, tu n'es pas supposé garder rancune envers ton adversaire, en tout cas. Non, c'est ça, effectivement. Ça me rappelle la situation Georges Saint-Pierre, Carlos Condit. Condit s'entraînait à Jackson Wink avec Greg Jackson au Nouveau-Mexique. Et puis, Georges, au début de sa carrière, jusqu'à peu près ces années-là, 2010, 2011, 2012, s'entraînait beaucoup au Nouveau-Mexique. Il faisait la navette entre le Nouveau-Mexique et Montréal. Puis, quand les deux s'étaient affrontés à Montréal à l'UFC 154, Greg Jackson avait dit je n'irai pas dans le coin d'aucun des deux, parce que j'aime les deux, ce sont mes deux élèves. Et c'était un peu récusé, là, un peu comme un juré qui dit ben, je peux pas écouter cette cause-là, je connais trop, je connais les personnes et tout. Donc, il était un peu en conflit d'intérêts. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler dans les coins là, cette fin de semaine, si Henry Hooft va être là et tout ça, mais tout ça pour dire que c'est pas inédit, mais c'est assez rare. Puis j'ai hâte de voir la dynamique que ça peut créer, soit cette semaine jusqu'à samedi ou même durant le combat samedi. En demi-finale, Pat, c'est Macy Barber contre Alexa Grasso. Chez les poids mouches féminins, 125 livres. Et Macy Barber, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on la voit comme une des vraiment vedettes montantes, mais ce sera surtout son premier combat en 13 mois. Elle revient d'une grave blessure. Là, sa seule défaite contre Roxanne Modafferi
décembre 2019. Elle s'était blessée solidement, sérieusement, en fait, au genou. Donc, ça va être son grand retour dans l'octogone. Hâte de voir la rouille. Puis, je pense qu'elle est remise là, après 13 mois, mais hâte de voir si elle va être capable de reprendre où elle a laissé. Elle avait de très, très hautes ambitions. Puis, si la défaite contre Modafferi a peut-être fait mal. Là. J'ai hâte de voir son attitude parce qu'on va se le dire, elle était déplaisante. Elle avait une attitude. Non, mais elle était très hautaine. Elle se voyait déjà championne du monde. Elle regardait tout le monde de haut. Puis, je comprends, t'es jeune, t'es cocky, t'as de l'attitude, tu veux montrer à tout le monde que t'es bon. Perdu. Elle n'a jamais perdu. Quand tu as le surnom de Future, il y a beaucoup de pression qui vient avec ça aussi. Mais moi, j'ai tout le temps trouvé qu'elle dégageait de l'arrogance mal placée. Et là, je ne sais pas, avec une défaite, sa première défaite contre Roxanne Modafferi, elle avait tellement parlé contre Roxanne Modafferi avant qu'ils se battent. Là, je comprends qu'elle s'est blessée, mais je ne sais pas si ça va leur faire un peu redescendre sur terre, si elle va revenir un petit peu plus, je sais pas. Ça me dérange pas que tu sois arrogant, mais ça dépend si tu as prouvé quelque chose dans la vie ou de quoi de même. Fait que là, elle se met contre Alexa Grasso, elle a besoin d'être en forme à 100%. Là. C'est un combat qui est vraiment important dans cette division-là pour les deux combattants. Oui, c'est ça. Mais Barber est classé 10e encore, Alexa Grasso est classé 15e. Grasso, je regardais sa fiche, là, c'est depuis qu'elle est à l'UFC, c'est victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Elle n'a pas été capable de coller deux victoires. Et là, elle a gagné son dernier. Donc, si la tendance se maintient, elle serait due pour une défaite. Mais bon, à voir si elle va pouvoir renverser cette tendance-là. C'est la demi-finale de l'UFC 258. Puis un autre combat qui retient mon attention, c'est Kelvin Gastelum contre Jan Heinisch. Puis Gastelum, je n'avais pas réalisé, mais 3 défaites de suite quand même à 185 livres. Le gars, il n'y a pas si longtemps, il était contre Adesanya en combat de championnat du monde, puis c'est peut-être lui qui a donné le plus de difficultés aux champions. Depuis ce temps-là, 2 autres défaites. Qu'est-ce qui arrive avec Kelvin Gastelum? Est-ce qu'il peut renverser la vapeur? Est-ce que la motivation est partie en sachant que sa chance peut-être d'aller chercher la ceinture, il l'a échappé de peu, puis après ça, peut-être un petit creux de vague par la suite. Je ne sais pas comment ça peut se passer dans la tête d'un combattant qui vit ces moments-là. Kevin Gastelum, je pense qu'il faut qu'il pense au titre présentement. Il faut qu'il pense à sauver sa job. Puis là, il y en a qui vont dire « Ouais, mais c'est une grande vedette, ils ne vont pas le sacrer dehors. » Mais c'est ça que vous ne comprenez pas. Les grandes vedettes, là, ils coûtent cher. Fait que s'ils sont 4 défaites de suite, là, ils vont les foutre dehors pour sauver un salaire. C'est un peu ce qui est arrivé avec César Ferreira. C'est un peu ce qui arrive maintenant. On veut faire un ménage avec dans les combattants de l'UFC présentement. Là, on en a déjà parlé. On veut en baisser le nombre de combattants. Il reste que là, il va falloir que ça prenne des combattants pour remplir des cartes qu'il y a toutes les semaines aussi. Là. Mais 4 défaites de suite pour Gastelum, je pense pas qu'on va le mettre dehors s'il perd. Mais si on le fait, je ne serais pas surpris. Parce que justement, parce qu'il coûte très cher, puis payer un gars 200 000 $ pour qu'il perde, c'est pas rentable. C'est pas un bon placement pour l'UFC. Non. Puis ces défaites, il faut quand même le mentionner, c'est pas contre des pieds de céleri. Là, je le dis à Adesanya en combat de championnat, Darren Till puis Jack Hermanson, qui lui a passé le KO à sa dernière sortie. Donc, il est quand même classé encore 9e. Jan Heinisch revient d'un KO contre Gerald Meerschaert. Donc, c'est à peu près ça l'histoire de ce combat-là. Est-ce que Kelvin Gastelum va être en mesure de sauver sa job? Puis est-ce que Jan Heinisch, qui est là depuis un certain temps aussi, mais qui, lui non plus, n'est pas vraiment capable de gravir les échelons. Mais s'il peut se payer un Kelvin Gastelum, un gros nom aussi, ça peut pas nuire pour c'est le meilleur temps. Oui, c'est le meilleur temps. Ouais, c'est ça. C'est chercher. Après, là, dans un an, là, on va regarder sa fiche. Là, on va pas dire ouais, Gastelum il a perdu ses 3 derniers combats. Il va dire ah non, il a battu Kelvin Gastelum. C'est ça qu'on va dire dans un an si ça arrive. On s'en souviendra plus. Là, Gastelum était sur une séquence de défaites. Exactement, effectivement. Donc, voilà les combats à surveiller. Je le répète, carte préliminaire 20h RDS2 samedi, et puis télé à la carte par la suite pour la carte principale, les combats principaux. Alors, on va terminer l'émission, Pat, comme on le fait d'habitude, avec quelques actualités dans le monde des arts martiaux mixtes. Puis un autre sujet qu'on suit et qui revient souvent, mais là, je pense pas qu'on va arrêter d'en parler, là, mais c'est Khabib qui semble, lui, être un peu tanné là, qu'il y ait des rumeurs, puis toutes sortes de rumeurs à son sujet, là, a dit,
c'est ce matin, au courant des dernières heures, là, que regardez, je suis retraité, j'ai pris ma retraite, j'ai d'autres projets, je travaille sur mes autres projets. Donnez donc la ceinture à Dustin Poirier, c'est lui qui la mérite. Voilà, en essence, ce que Habib a dit aujourd'hui. On va vous le dire là, tout de suite, là, Georges s'entraîne, mais ne s'entraîne pas pour un combat. Zéro. La dernière fois qu'il s'est entraîné en jiu-jitsu ou en combat, il s'en souvient même pas ses camps. Il n'y a pas de partenaire d'entraînement. Il me l'a dit, il dit, si, mettons, ce combat-là arrive, il va falloir que je m'en aille à Puerto Rico, où ce que Jordan Hauer est rendu avec une nouvelle équipe là-bas, où ce que pas Charles Jourdain, mais Olivier Aubin-Mercier est présentement pour faire son camp d'entraînement. Il va falloir que je fasse ça. Là, comment tu veux que je m'entraîne pour un combat contre Nurmagomedov? Je ne peux pas faire venir de partenaire d'entraînement. Je ne peux pas m'entraîner sécuritairement. Il ne s'entraîne pas pour un combat. On est très, très loin d'être en fight shape pour Georges Saint-Pierre. C'est drôle à dire, là, parce que, je veux dire, s'il enlève son T-shirt, on va plus rip que tout le monde quasiment au Québec. Mais il reste que il ne s'entraîne pas pour un combat présent. Il s'entraîne parce qu'on le voit, il fait beaucoup de vidéos, puis il fait beaucoup de gymnastique, des choses comme ça. Puis oui, parce que Georges, c'est un gars qui s'entraîne. Mais on n'est pas proche de ce combat-là. Puis malheureusement, plus que le temps avance, moins il y a des chances à aller. Puis, bottom line, ces deux gars-là ont bien le droit d'être à retraite s'ils veulent. Je veux dire. Absolument. Faut arrêter de. C'est pas les fans qui ont décidé, puis c'est pas Dana White. Dana White, là, c'est sûr que lui, il va faire l'argent. Là, fait que lui, ramener Habib, je sais pas s'il essaie de se convaincre lui-même ou s'il essaie de convaincre là, les fans ou lui-même, peut-être un peu des deux à la fois. C'est un bon vendeur, c'est un bon businessman, c'est sûr qu'il va peut-être être capable de le faire sortir de sa retraite un bon moment donné. Fait que c'est pour ça qu'il ne veut pas fermer la porte complètement. Mais tu sais, le principal intéressé le dit. Je veux dire, un moment donné. Ouais. Tu sais quoi, Ben? C'est deux des seuls combattants dans l'organisation qui peuvent tenir tête à Dana White. Georges l'a déjà fait. Sorti 4 ans, revient pour un combat de championnat du monde, gang comme Bisping, sac son camp après. S'en fout, lui, il fait ce qu'il a à faire, puis avec raison. Puis Habib, tu vas pas le convaincre avec de l'argent, là. Habib, là, ça va bien, ses affaires. Et puis, il est backé par Poutine, il est backé par le gouvernement russe. Il est correct, là. Fait que, tu sais, on va pas convaincre ces deux gars-là pour une question d'argent. Ce qui est, d'habitude, le gros pouvoir de négociation de Dana White. Et là, maintenant, les deux combattants, s'ils veulent faire ce combat-là, ça va être à leurs conditions, à leur poids, à leur destination, à leur heure. Ça va être s'ils veulent faire ça un mardi, on va faire ça un mardi. Tu comprends? Fait que là c'est eux autres qui mènent. Fait que si toutes les options ne sont pas là, ils vont rester en retraite, puis c'est pas plus grave que ça. 100%. Donc là, ben, malgré tout, Nate Diaz qui nous annonçait qu'il préparait peut-être un retour en 2021. On ne l'a pas vu depuis 2019. Poirier-McGregor 3, ce serait dans les plans également de l'UFC. Diaz aimerait bien affronter Dustin Poirier aussi. Il a mentionné le nom de Charles Oliveira aussi. D'une part, est-ce que tu as un intérêt au printemps? On parle du mois de mai là, pour voir McGregor, Poirier 3. De mon côté, plus ou moins, après la volée que McGregor a mangée, je ne sais pas s'il mérite aussi rapidement que ça d'affronter Poirier, puis qui risque d'être aussi pour le titre là, à ce moment-là. J'étais un peu du même avis que toi. Il s'est fait dominer. Ben, il a gagné le premier round, mais ça a été une stratégie parfaite de la part de Poirier. Je pense qu'il y a des gars qui mériteraient d'avoir le combat avant pour le championnat. On parle surtout de Charles Oliveira, il y a Chandler qui est là. Mais ça reste de la business. Ça reste de la business, Ben. Puis la business, le vendeur, c'est Connor. Puis tu sais, on est bon pour faire une histoire, de raconter une histoire incroyable pour remettre le monde dans le bain avec un retour de Connor qui vont peut-être aller y faire du bénévolat pour que le monde continue à l'aimer. Ils sont bons pour faire des histoires autour d'un combat. Fait, on parle business, c'est sûr que c'est mieux pour l'UFC de faire Poirier et McGregor 3. Ce serait le plan, en tout cas, là, si on se fie aux rumeurs, mois de mai. Donc, ça s'en viendrait aussi relativement rapidement à ce niveau-là. Un mot sur Rory McDonald. On parlait un petit peu tu as parlé d'Olivier Aubin-Mercier. En passant, Olivier,
on vous le rappelle, là, est rendu à PFL, Pro Fighter League, qui est une organisation qui fonctionne sous forme de tournoi. Et le gagnant, ultimement, remporte $1 million. Donc, très intéressant pour Olivier, qui, malgré la pandémie, pendant un certain temps, on se questionnait si il allait demeurer avec PFL. Il devait faire ses débuts en 2020. La saison a été complètement annulée à cause de la pandémie. La bonne nouvelle, il est officiellement dans les 155 livres là, cette année. Ouais. Ce qui est bien, c'est que au début, avant que la pandémie, il fallait qu'il gagne un combat pour se qualifier d'être dans le tournoi. Là, il est dans le tournoi direct. Je veux lui souhaiter bonne chance. Ça ne sera pas facile. Il y a des très bons combattants. Ouais. Mais écoute, il ne faut pas se fier aux dernières performances d'Olivier Aubin-Mercier. Il est beaucoup meilleur de ce qu'il nous a démontré dans ses 3 dernières défaites. Là. Okay? Si Olivier à 100% puis il revient à ses bases, à ce qu'il l'a amené au plus haut sommet, il est capable de compétitionner avec ces gars-là. Mais il faut vouloir qu'il soit en top shape à toutes les fois parce qu'il y a du talent dans ce tournoi-là, la 170. Ça va être difficile. Là. Mais Nathan Schultz, entre autres, que vous connaissez. Ouais, c'est ça. Nathan Schultz, que vous connaissez probablement pas, mais qui est le champion des 2 premières saisons. Là, il a remporté des tournois lors des 2 dernières années. Puis Anthony Perez aussi, là, qui, comme Olivier, fait son entrée dans cette ligue-là cette année. Et peut-être plus le Perez qui a été champion de Strikeforce, puis de l'UFC, de WEC, puis de l'UFC, mais quand même, ça demeure Anthony Perez. Non, effectivement. Oui. Pour Olivier, pour les 155 livres, c'est le tournoi commence le 23 avril. Je voulais te parler de Rory McDonald rapidement, qui est également chez PFL, lui dans les 170 livres, bien sûr. Ça va être la semaine suivante, le 29 avril, dans son cas, que ça va commencer. Puis je l'ai appris, là, moi. Je ne sais pas si toi, tu le savais, mais. Et puis c'est un peu logique, là. Il est allé s'entraîner. On parlait de Sanford MMA tantôt, aux États-Unis, en Floride. C'est là qu'il a établi son camp de base, Rory McDonald, pour ses débuts à PFL. Malheureusement, il n'est plus au Tristar, mais c'est bien sûr la COVID-19 qui a causé ce changement d'approche. Les restrictions sont beaucoup moins importantes en Floride qu'elles le sont au Québec. Semblait dire que ça allait être permanent, mais qu'il allait toujours quand même demeurer. Allait demeurer au Québec parce que sa famille est ici et tout ça. Donc, lorsqu'il n'a pas de combat, il s'entraînerait au Tristar, mais pour ses camps d'entraînement puis la fin de sa préparation, il retournera en Floride, notamment à cause des partenaires d'entraînement plus de meilleure qualité, peut-être. Là. C'est dommage pour le Tristar quand même qui perd une de ses cartes de visite, si on veut, là, pour attirer d'autres gros combattants. Oui, ben c'est ça qui arrive. C'est parce que, tu sais, à un moment donné, tu ne peux pas faire venir de combattants non plus au Tristar pour t'entraîner avec Rory. Rory s'en va là-bas, tu sais, je veux dire, il s'entraîne avec des Robbie Lawler, des Michael Chandler, il s'entraîne, tu sais, à un moment donné, le bassin de combattants. Puis il y en a des très bons ici au TriStar, là, mais tu sais, on ne peut pas comparer, là, mais il reste que je pense qu'il il a pris une bonne décision. Puis, je ne sais pas si vous l'avez vu dernièrement, pas de T-shirt, là, mais je pense qu'il a profité pour faire un peu de chest-bicep de Rory. Ah ouais, hein? Il a pris de la masse musculaire, puis il est prêt pour ce tournoi-là, ça, je peux te le dire. Ce que j'ai hâte de voir, c'est son approche. Je ne sais pas si tu te rappelles, dans sa guerre, c'était contre Douglas Lima, si je ne me trompe pas, ou non. Ou, en tout cas, il avait dit je suis plus sûr que je veux faire ça, frapper des gars dans le visage pour gagner ma vie et tout ça. Puis ça avait un peu créé une grosse histoire. Parce que ça demeure important. C'est un gars qui est très, très religieux. Là. Si vous le suivez, là, c'est beaucoup, c'est Dieu à gauche, à droite, là, puis c'est correct, là, je veux dire, c'est pas un jugement, là. Donc, tu sais, il avait dit que, je pense après, il avait dit finalement, Dieu, il avait dit de continuer, que c'était sa destinée, les affaires la même. C'est sûr que ça rentre dans le spirituel, là, mais il reste que, moi aussi, j'ai hâte de voir son approche maintenant, comment il va approcher ce combat-là, parce que lui aussi, il rentre dans un tournoi où il y a beaucoup de talent. Un gars qui. Je vais finir là-dessus, Pat. Rapidement, peut-être. Johnny Walker, blessé à un muscle pectoral, oui, je vais le dire. Devait affronter Jimmy Crute, l'Australien à l'UFC 260. Crute, qui n'a pas mâché ses mots pour dire à quel point Johnny Walker était une chochotte en bon québécois. Là. Apparemment, on aurait trouvé un combattant de remplacement, donc à savoir qui va affronter Jimmy Crute à l'UFC 260 à suivre. Je veux te parler de Chris Leben. Tu l'avais mentionné la semaine passée, c'était Bare Knuckle en fin de semaine. Paige Van Zandt en passant qui a perdu. Mais Chris Leben qui a gagné, beau KO. Lui dit que c'est son dernier combat en carrière.
il était temps. Là. Chris Lieben, ça demeure, je dirais pas que c'est un grand combattant, je dirais pas qu'il a marqué l'histoire des arts martiaux mixtes, mais c'est un gars qui a livré des grosses guerres à l'UFC, entre autres. C'est un gars qu'on a adoré voir, puis qui aurait dû accrocher ses gars, il a belle lurette, puis là, ben, on va espérer pour lui que c'est vrai cette fois-ci. Un showman, écoute, toutes les fois qu'il rentrait dans l'octogone, on savait que ça allait virer en slugfest. Je le sais, j'ai partagé l'octogone avec, puis ça a fait ça pendant 15 minutes dans le slugfest. Écoute, oui, je pense qu'il y a eu une belle carrière. Il y a eu beaucoup de problèmes personnels avec la drogue, avec l'alcool. C'est un gars qui avait beaucoup de démons dans sa vie, dans sa tête. Et là, s'il est capable de prendre sa retraite et de le prendre lui-même, partir sur ses propres termes avec une victoire, tant mieux pour lui. Effectivement. Ça fait le tour. Merci beaucoup, Pat. Merci à tout le monde qui nous a écoutés. Je répète, UFC 258, quelle est la carte cette fin de semaine, la ceinture des mi-moyens qui sera à l'enjeu. Kamaru Usman, le champion qui affronte Gilbert Burns. À de côté, toujours un plaisir. Je te souhaite un très bon gala samedi. Bien sûr. Merci à tout le monde d'avoir été là. Vous savez où nous trouver dans la cage sur toutes les plateformes où vous téléchargez vos podcasts. Abonnez-vous. Ça ne coûte rien. C'est gratis, comme on dit. À bientôt, tout le monde. Gratis!